Chers amis, bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin 9h15. Bienvenue à cette 7e édition du FinMed de Provence en direct de 574 Sud, un nouvel espace dédié à l'innovation de notre territoire opéré par le groupe SNCF qui a le plaisir de nous accueillir ce matin et nous avons l'honneur effectivement d'accompagner le lancement de ce nouvel espace sur notre territoire Aix-Marseille-Provence Métropole. Deuxième conférence de cette matinée, je rappelle toujours que nous sommes en direct du pôle média de la Belle de Mai. Je voudrais en profiter d'abord pour remercier à nouveau nos partenaires historiques et fidèles du FinMed, que sont le CIC, Innovatech, Deloitte, Akeos, Société d'avocats, et bien sûr JSA Prado Assurance, pardon AXA, qui me pardonneront d'avoir buté sur leur nom. Nous allons accueillir les intervenants de cette deuxième conférence. Nous allons parler avec Pierre-Jean Rogel, dont je rappelle que vous êtes Pierre-Jean, directeur d'agence Sud du groupe d'Inergie, de l'IP Box, une nouvelle fiscalité pour ceux qui ont de la R&D. Puis on parlera aussi de crédit d'impôt recherche, puisque c'est une de vos spécialités. Maître Alexandra Béard, bonjour. Vous êtes associé chez Akeos, société d'avocats, un cabinet d'affaires bien connu sur notre territoire. Et puis vous allez nous dire qu'en matière d'audit, il y a de nouveaux risques à prendre en compte. Quelles sont les évolutions de nos audits lorsqu'on a une opération de M&A ou bien une opération de transmission? Quels sont les nouveaux risques à prendre en compte? Et puis Hugues Granero, bonjour. Vous êtes associé JSA Prado Assurance. Hugues, parmi les nouveaux risques, et vous allez nous parler du risque cyber. Alors, on en parle tellement qu'on pense que c'est un risque qui est plus nouveau, mais vous allez nous dire que tout ça change quasiment tous les jours. C'est un risque qui évolue très, très, très vite. Il faut que nous soyons très, très agiles pour le couvrir, en tout cas l'anticiper. Merci à tous trois d'être avec nous ce matin pour cette 7e édition du FinMed Provence. Pierre-Jean Rogel, bonjour. Donc vous êtes, je le rappelle, directeur d'agence Sud du groupe d'Inergie, Innovatech groupe d'Inergie. En quelques mots, le groupe est Innovatech, et puis on parlera de l'IP Box, une nouveauté fiscale pour nos entrepreneurs. Bonjour Francis, merci de nous recevoir encore pour cette année. Je suis ravi d'être ici. Merci. Donc effectivement, pour le rappeler, d'Inergie, notre métier, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprises innovantes à financer leur croissance. Pour ça, on intervient sur plusieurs dispositifs, effectivement des dispositifs fiscaux comme historiquement le CIR, le CIR, le C2I ou encore le JEI. Aussi des nouveaux dispositifs comme l'IP Box, en tout cas dans un nouveau cas particulier dont on parlera aujourd'hui. Et puis bien sûr tout type d'aide, dilutive, non dilutive. En fait, l'idée c'est de pouvoir être le bras droit du dirigeant sur la sollicitation de tous ces dispositifs, la manière dont ils vont s'enchaîner, dont ils vont se superposer, dont ils vont être complémentaires, pour que ces derniers puissent se concentrer sur ce qu'il y a de plus important et sur son premier financeur, en fait, le marché. Le marché. On va revenir avec vous. On va présenter d'abord Alexandra et Hugues et on reviendra tout d'abord sur l'IP Box. Alexandra Béard, bonjour. Bonjour. Êtes avocate associée à Akeos. Quelques mots de présentation d'Akeos qu'on connaît bien évidemment, mais je crois qu'il est toujours utile de rappeler les fondamentaux. Merci beaucoup de m'accueillir, de nous accueillir encore cette année. Akeos, c'est un cabinet de droit des affaires. On est installé sur le territoire depuis une dizaine d'années et on couvre tout le domaine du droit des affaires. Donc le corporate, la propriété intellectuelle, bien sûr, le droit social, le droit fiscal. Et notre spécificité, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on a créé un dispositif d'accompagnement spécifique pour les startups qui s'appelle Akeos Lab. Donc, on connaît très bien les problématiques des startups, de la création, donc les toutes premières démarches que les startups peuvent faire, jusqu'à leur série A, série B, et puis bien au-delà, on leur souhaite. Notre positionnement est d'en fait offrir à ces sociétés-là tous les services d'un cabinet d'avocats de haut niveau pour pouvoir négocier leur contrat au mieux, leur pacte d'actionnaires au mieux, leur levée, etc. Et puis à côté de ça, bien sûr, on accompagne aussi des grandes entreprises du territoire comme un cabinet d'avocats d'affaires plus classique, je dirais. Voilà. Merci Alexandra. Donc on est start-upers sur ce territoire. Oui, l'accessibilité à un cabinet d'avocats d'affaires comme Akeos est possible grâce à Akeos Lab. Vous venez de le dire, mais pas que. On en reparlera tout à l'heure. Merci Alexandra. Hugues Granero, bonjour. Vous êtes associé chez JSA Prado Assurance. Ça doit fonctionner. Oui, ça fonctionne. Quelques mots sur JSA Prado.
D'abord, merci de votre accueil et merci à la CNCF de nous accueillir ce matin. Quelques mots de présentation sur GSA Prado. Nous sommes, au même titre que les intervenants banquiers et financeurs qui étaient juste avant nous, on est dans le premier cercle des dirigeants, donc on les accompagne en termes de conseils sur la gestion de leurs risques et de leurs assurances. Notre champ d'action, il est très vaste, puisque aujourd'hui nous avons 42 collaborateurs, dont 6 collaborateurs à Montpellier, et on travaille presque sur tous les segments de risque, qui soient du dommage, de la RC, du cyber, de la fraude. J'ai envie de dire que, on en parlera tout à l'heure, mais le champ d'action, il est surtout TPE, PME, un peu à l'image du tissu économique local, ce qui ne nous empêche pas d'être très présent dans l'écosystème start-up, puisque aujourd'hui, on accompagne à peu près 400 entreprises, dont des très petites, mais aussi des ETI du territoire et des très grandes entreprises telles la SNEF, bien connue à Marseille. Merci. Donc un assureur corporate avec une focale cybersécurité dont nous en avons parlé tout à l'heure. Pierre-Jean Rogel, allez, on va démarrer par l'IP Box. Nouveauté fiscale. D'abord, c'est quoi l'IP Box? Comment ça marche? Et c'est pour qui? Très bien. Je vais commencer par 3 critères. Oui. En fait, pour être éligible au dispositif IP Box, il faut dans un premier temps payer de l'impôt. C'est un dispositif fiscal, il faut, si je peux m'exprimer ainsi, avoir la chance de payer de l'impôt, donc avoir des revenus. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir des actifs dans son portefeuille pays. Donc c'est vrai qu'on peut prendre en compte les brevets. Donc ça fait quand même quelques années que ça existe. Ce dispositif pour les brevets. La nouveauté depuis 2019, c'est qu'en fait, on va avoir les logiciels qui vont être éligibles, notamment les logiciels soumis à droit d'auteur. Donc en fait, des logiciels qui vont être nouveaux, qui vont être innovants, qui vont être issus d'une activité de R&D par l'entreprise. Et bien sûr, en fait, l'IP Box, c'est un dispositif qui va permettre aux entreprises d'avoir un taux d'imposition plus faible sur les revenus qui seront tirés de cette pays, en fait. Donc voilà, une entreprise qui a des logiciels innovants soumis à droit d'auteur, qui en tire des revenus via la vente simplement ou du licensing, et ben en fait, sur ces revenus-là, on va pouvoir passer de 28%, bientôt 26% je crois, à 10% sur ces revenus-là. Donc c'est très intéressant pour les entreprises qui vivent en tout cas du licensing de logiciels, et ça s'inscrit dans une vraie volonté aussi aujourd'hui de valoriser des nouveaux actifs qui sont des actifs qui pouvaient être moins palpables peut-être dans le passé, mais qui aujourd'hui sont présents dans toutes les industries, qu'on fabrique des voitures, des jouets ou des trains. Je crois que le système ou le dispositif, Pierre-Jean, est limité à la R&D en France, c'est bien ça. L'idée, c'est de valoriser la recherche sur le territoire. Exactement, ça s'inscrit toujours dans cette logique de valorisation d'actifs et d'encourager les entreprises à participer à la compétitivité de la France en créant des connaissances nouvelles. Par contre, ce n'est pas un dispositif qui est très facile à manier. Il est même assez compliqué en réalité. Nous, quand on accompagne des entreprises, on est toujours accompagné d'avocats fiscalistes, notamment pour vraiment aider nos clients et nous aider à bien trancher par rapport à certaines règles, certains aspects, puisqu'en fait, tout l'enjeu, c'est d'aller identifier les bons coûts, les bons actifs, les familles d'actifs qui vont être valorisables et celles qui ne vont pas l'être, et d'être en mesure de justifier que c'est le produit d'une activité nouvelle, d'une activité inventive. Et en ça demande une compétence et un conseil. Pardon. Oui, tout de suite me vient une question. Effectivement, il va falloir tracer ce qui est issu de ces brevets ou ces logiciels déposés. C'est là où votre accompagnement devient pertinent. En fait, tout l'enjeu, c'est d'identifier les coûts. Par exemple, je vous donne un exemple. Si demain, vous vendez une machine sur une ligne de production qui va être vendue, je ne sais pas, 1 million, eh bien, il va falloir identifier et séparer les 700 000 euros qui relèvent peut-être de la machine en elle-même et les 300 000 euros qui relèvent du développement du logiciel qui est intégré dans cette machine-là. Et ça, il faut que ce soit fait vraiment en amont par l'entreprise, cette séparation des coûts, parce que contrairement au crédit d'impôt recherche, l'IP Box, on ne peut pas le solliciter de façon rétroactive. On va pouvoir faire du rectificatif sur des choses qu'on a eu déclarées, mais l'idée, c'est quand même de vraiment anticiper et de séparer bien ces coûts et de bien construire tout ça pour que derrière, ce soit le plus simple possible lors de la déclaration qui se fait au même moment que la déclaration du CIR.
Le CIR, donc avec aucune rétroactivité versus le CIR, dont on parlera tout à l'heure. Merci, et on reviendra peut-être sur l'IP Box également. Des questions sur l'IP Box, n'hésitez pas à les poser. C'est un système de fiscalité nouveau système de fiscalité. 2019 pour les logiciels, oui. 2019 pour les logiciels, donc c'est intéressant. Avant de passer la parole à Alexandra Béard, Pierre-Jean, une première vision du territoire. Est-ce que vous avez beaucoup de dossiers IP Box ici? Alors, pour l'instant, c'est un dispositif quand même qui est assez nouveau, même s'il date de 2019. Ouais. Il est encore très peu maîtrisé, très peu expérimenté. On n'a pas les 15 ans de recul qu'on peut avoir ou 20 ans de recul qu'on peut avoir sur le CIR. Aujourd'hui, on a fait environ 5 dossiers chez Dinergy. Et donc, voilà, on apprend dossier par dossier. Mais c'est une expérience quand même, je pense, déjà intéressante dans ce contexte très nouveau. Et puis, j'ai hâte de pouvoir expérimenter ça sur le territoire. Merci Pierre-Jean, on reviendra tout à l'heure avec vous pour parler de CIR. Maître Alexandra Béard, rebonjour, merci d'être avec nous, je rappelle, associé chez Akeos. Alors on a vu tout à l'heure avec nos amis du CIC qu'il y avait certaines évolutions post-Covid, on va l'appeler comme ça, sur la posture, la relation investisseur et start-up ou entreprise. Quelles sont, d'après vous, Maître Béard, les nouveautés également en matière d'accompagnement quand on est un avocat d'affaires? Quels sont les types d'audits? Qu'est-ce que je vais voir de différent dans l'entreprise? Quand l'investisseur me sollicite, vous sollicite, qu'est-ce qu'il cherche à avoir en termes de nouveaux types d'informations? Quelles sont les nouveautés post-Covid, on peut l'appeler comme ça avant de rentrer dans le détail? Maître Béard. Alors, il y a des nouveautés vraiment nouvelles, je dirais, des choses qu'on ne regardait pas avant, enfin qui n'existaient pas forcément avant et qu'on regarde maintenant. Et puis, il y a un autre regard porté sur des choses qui existent depuis longtemps. Dans les vraies nouveautés, on a par exemple ce qu'on appelle la PAF, la piste d'audit fiable. Alors c'est pas quelque chose d'hyper nouveau, hein, c'est un dispositif fiscal, la piste d'audit fiable, mais en fait c'est rentré en vigueur et contrôlé désormais par l'administration fiscale. Donc pour faire simple, en fait c'est une façon de sécuriser dans l'entreprise ces données comptables et donc de pouvoir permettre à l'administration fiscale de faire des contrôles de manière fiable. Donc il y a tout un process de conservation et de certification des données comptables. Donc ça, c'était pas du tout regardé. Ça commence à l'être maintenant. L'année dernière, il y avait quelques contrôles et puis l'administration fiscale était plutôt dans une posture de pédagogie que de sanctions. Maintenant, les premières sanctions commencent à arriver. Donc ça, ce sont des choses qu'on nous demande de regarder dans les audits parce que ça peut donner lieu à des montants de redressement colossaux dans les entreprises, puisque la sanction, ça peut être le rejet de la comptabilité et donc le refus de déduction de la TVA. Donc c'est énorme en termes de risque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde systématiquement. Dans 9 cas sur 10, la piste d'audit fiable n'est pas mise en place dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment quelque 9 chose. cas sur 10, Alexandra, c'est tout à fait énorme. Donc il y a un vrai sujet d'acculturation sur la PAF auprès de nos entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on passe à l'étape de la sanction. Exactement. Donc, en fait, nous, on est dans une posture de pédagogie parce qu'évidemment, quand on fait des audits et qu'on se rend compte qu'elle n'est pas mise en place, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui peut se corriger pour le passé. Hein, donc, ce sont des dispositions qu'on va prendre pour l'avenir. Donc, on vient inciter l'entreprise qu'on a auditée à mettre en place ces process-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qu'il va falloir prendre en compte. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Alors bien sûr, dans les très grandes entreprises, c'est très compliqué à mettre en place parce que les volumes sont importants. Dans des startups, c'est plus facile de prendre le pli dès le départ. Donc ça, c'est un premier point qui n'est pas si nouveau que ça, hein, puisque la piste d'audit fiable, ça existe depuis plusieurs années, mais maintenant, il va falloir vraiment s'y mettre. Et l'autre point qui n'est pas non plus une nouveauté, mais qui maintenant est vraiment regardé et qui donne lieu à sanction, c'est le RGPD, dont on a beaucoup parlé depuis 2018. Maintenant, il y a des sanctions qui tombent. Donc le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Donc c'est la façon dont on traite les données personnelles dans les entreprises, dont on les sécurise, comment on déclare à la CNIL le traitement que l'on fait. Et là également, alors peut-être pas 9 cas sur 10, mais au moins 7 ou 8 sur 10, rien n'est fait.
par les entreprises. Donc, et là encore, sauf cas, par exemple, de données de santé où il y a vraiment des contraintes qui sont très fortes, mais pour une entreprise lambda qui ne manipule pas grand-chose en termes de données personnelles, à minima, on va traiter les données de ses salariés, par exemple pour la paye. Donc on est sur des fichiers qui sont relativement peu volumineux. Et ça, il faut que ça soit mis en place. C'est des choses qui sont regardées aujourd'hui par les investisseurs. Et autant il y a 3-4 ans, quand on intervenait en audit pour les investisseurs et qu'on disait ça c'est pas fait, il va falloir que ça soit fait, on nous créditait d'une certaine rigueur juridique et d'une certaine exigence juridique. Maintenant, quand on dit le RGPD c'est pas traité, on dit là oui c'est pas normal, il faut que ça soit fait. Donc je pense que pour les startups qui nous écoutent, c'est des choses qu'il faut mettre en place. C'est pas très compliqué à mettre en place au départ quand on a peu de données. C'est pas très coûteux non plus. Et c'est dommage de se priver de cette bonne image que l'on peut donner relativement facilement. Donc ça, c'est pour, on va dire, c'est nouveau dans le sens où maintenant les sanctions tombent. Voilà, c'est pas des sujets nouveaux, mais les sanctions sont maintenant existantes. Et sinon, il y a des choses qui sont historiques, mais qui sont regardées d'une autre manière par les investisseurs. C'est le portefeuille de propriété intellectuelle d'une manière large. On a connu dans les années 2000 le tout brevet. Avoir un brevet, c'était un peu la panacée. On avait tendance à mieux valoriser ou à prendre plus au sérieux des entreprises qui déposaient des brevets, parfois avec des stratégies de propriété intellectuelle qui n'étaient pas forcément très justifiées. Maintenant, je pense que les investisseurs sont aussi largement montés en connaissance et en compétence sur ces sujets de propriété intellectuelle. Ils ont appris au contact des nombreuses sociétés qu'ils accompagnent. Et donc, on est plus dans une logique d'exit plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces actifs, Des actifs de propriété intellectuelle sont souvent parmi les actifs les plus importants dans les entreprises. Donc, comment je gère ce portefeuille? Est-ce qu'il est pertinent et quelle est la stratégie derrière? Et ça... Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir juste un brevet qui coûte cher et dont on renouvelle les annuités, etc., ou un portefeuille marque très étendu. Il faut pouvoir raconter une histoire avec ce qu'on va faire de ces assets. Et je dirais que c'est un positionnement qui est même un peu différent pour le chef d'entreprise lui-même. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui passe du temps, souvent lui-même ou avec ses proches équipes ou ses co-associés, à développer de la propriété intellectuelle, pourquoi il le fait? Donc il n'est peut-être pas investisseur en argent, comme le ferait un fonds d'investissement, mais il est investisseur de son temps et sans doute de quelques deniers personnels qu'il met dans l'aventure au départ. Et donc, quelle est sa perspective de sortie? Pourquoi il fait ça? Comment ça sera valorisé derrière? Et donc ça, c'est des choses qu'on nous demande de regarder. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus proactif et qui va bien au-delà de j'ai une marque et elle est valablement déposée, ou un brevet, ou un logiciel, etc. Et avec les logiciels se pose tout un tas de questions sur l'auteur du code. Donc ça a des répercussions sur les pactes d'associés. C'était un peu nébuleux à une époque pour les investisseurs. Je pense que maintenant, ça l'est plus du tout. Donc l'existence de pactes préexistants à l'entrée des investisseurs, c'est aussi quelque chose qui est regardé dans les audits. On voit souvent des startups qui font l'économie du premier pacte d'actionnaires parce que ça coûte cher, et parce que, en tout cas, ils pensent que ça coûte cher, mais avec Akeolas Lab, c'est pas le cas. Évidemment. Ou parce qu'ils n'ont pas le temps à consacrer le temps de cerveau disponible, je dirais, à consacrer, à bâtir un pacte. Et en fait, c'est hyper important parce qu'on va mettre dans ce tout premier pacte notamment des stipulations sur la concurrence déloyale, sur ce qu'on va faire de la propriété intellectuelle, sur le fait que tel associé qui a codé en partie le logiciel reconnaît qu'il l'a fait pour le compte de la société. Si ce n'est pas fait, si ce n'est pas existant et qu'il y a un clash entre les actionnaires, on a quelqu'un dans la nature qui se balade avec une partie de la propriété du logiciel et ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est pas nouveau comme sujet, mais c'est quelque chose qui est particulièrement regardé. Et puis,
il y avait quelque chose qui n'intéressait pas grand monde dans les audits parce que c'est écrit en tout petit, ce sont les contrats de nos amis assureurs. Le Covid, ça a permis à tout le monde de comprendre que les assurances, c'est important et que donc quand nous, on demande à avoir et les conditions générales et les conditions particulières des contrats d'assurance dans les audits, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est pas nouveau non plus comme sujet, mais c'est une vraie prise de conscience, je pense, des parties qui demandent la réalisation des audits. Et nous répétons régulièrement à nos clients que des contrats d'assurance, ça se revisite tous les ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on signe et puis qu'on ne regarde plus jamais, sauf le jour où on a un sinistre. Donc ça, c'est des choses qui doivent être vues. Voilà. Merci, Maître Béard. C'est tellement important qu'on va leur donner la parole à nos amis assureurs dans quelques instants. Quelle transition. Quelle transition. Mais si je fais une synthèse, Alexandra, aujourd'hui, même si ce n'était pas nouveau, ça devient nouveau parce qu'on s'en occupait un peu moins avant, le RGPD, l'API, la piste d'audit fiable et les audits assurantiels. C'est des passages obligés lorsque vous êtes mandaté par un fonds aujourd'hui, par exemple, dans une opération de M&A. Ce sont des briques totalement obligatoires aujourd'hui. C'est obligatoire, oui. Donc autant, vous avez compris, chers amis, ce plateau, on pourrait le résumer en disant, avant de gagner de l'argent, essayez de ne pas en perdre, optimiser la fiscalité, gagner du temps sur une opération de M&A, se couvrir sur le risque cyber, c'est ce qu'on va voir avec Hugues. Donc avant de gagner de l'argent, essayons de ne pas en perdre. Et donc là, l'idée, Alexandra, c'est de dire très en amont, posons-nous, nous, start-upers ou entrepreneurs, ces 4 questions très vite pour gagner du temps plus tard. Exactement, et c'est toujours plus facile et moins coûteux de prendre le pli tout de suite Exactement. que d'essayer de redresser les choses après. Puis vous savez, un grand principe, c'est quand on s'en occupe, ça marche mieux. Et quand on s'occupe du cyber-risque, Hugues, ça marche mieux aussi. Alors, le cyber-risque, la cybersécurité, on en parle très souvent, Hugues. Vous allez nous donner le point de vue de l'assureur que vous êtes, GSA Prado Group, je le rappelle. Alors, on parle beaucoup de tout ça, ce sont des sujets que j'ai presque envie de qualifier à la mode, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, vous allez nous aider à décoder, peut-être par un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui en matière de cybersécurité. Et puis surtout, je crois que tout s'accélère très très vite. Ce qui était vrai avant-hier ne l'est plus aujourd'hui, et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera sans doute plus demain. Comment ça marche ? Quel est l'état des lieux de ce type de risque, de ce nouveau risque, Hugues ? Oui, alors en fait, j'avais eu l'occasion d'intervenir le 1er juillet à Nice au sein de Schema. J'avais expliqué que le risque cyber et le risque fraude, il y a une vraie différence entre les deux. Le risque cyber, c'est quand il y a une attaque, qu'elle soit interne ou externe, sur le système d'information, où il y a des données qui soient piratées, voire on parlait du RGPD, mais les garanties cyber intègrent le RGPD, ou la fraude, qui sont des usurpations d'identité, fraude au président, ce qui évite des fausses commandes ou des virements bancaires qui soient falsifiés. Ce sont donc 2 grandes différences. Nous, en fait, on intervient de façon extrêmement basique. On a une boîte à outils chez GSA Prado où on est, au même titre que l'avocat, l'expert comptable ou le banquier, dans le premier cercle, comme je disais tout à l'heure. Donc on est en permanence en accompagnant nos start-upers, nos TPE, nos PME, nos ETI, nos grands comptes. Donc nous, on bâtit une cartographie des risques. Aujourd'hui, en effet, le cyber change. Alors pourquoi il change ? Parce que ça devient un risque systémique. Alexandra l'a très bien dit, il faut regarder les contrats d'assurance, notamment le Covid nous a en quelque sorte aidé, puisque ça a éduqué les risk managers, les DAF, les gérants de sociétés en direct ou les conseils, en ayant une vision d'audit. On intervient, nous, régulièrement pour des fonds d'investissement où on fait des audits. Je sais qu'aux États-Unis, ça fait déjà 20 ans que c'est le cas. En France, ça commence à peine. On fait des audits de bilan, on fait des audits RH, on fait des audits des équipes, du modèle économique, mais on passe sous silence toute la sphère gestion des risques. Or, c'est une brique indispensable puisque c'est la seule qui puisse donner la garantie d'une pérennité à minima sur l'exploitation de l'entreprise, dans laquelle il va y avoir des participations. Donc, quand on intervient sur cette cartographie, on met en exergue le risque cyber. Alors là, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ce que j'appelle moi des polices d'assurance dits packagées. C'est ce qu'on appelle dans notre langage des polices tickets. Donc ce sont plutôt des polices, même si elles ont évolué en l'espace de 12 mois, et je vais l'expliquer pourquoi, elles sont packagées avec des capacités, avec un cadre très précis, un chiffre d'affaires qui est plafonné en général. Ça concerne les entreprises qui font moins de 2 millions de chiffre d'affaires, donc très petites entreprises. Et après, on rentre très vite sur du sur-mesure.
Mais là où les choses, sans rentrer dans la technique, parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps en donnant quelques exemples, et que bien volontiers, je pourrais échanger avec vous juste après, mais la vraie différence, et en l'espace de 3 mois, 3 mois, c'est rien. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, j'en veux pour preuve, j'ai ramené un article. Alors là, nous, on est courtier, donc on travaille avec toutes les grandes compagnies du marché, y compris les compagnies anglo-saxonnes qui sont très en amont et très en avance sur le risque cyber et la fraude, et sur l'IT, sur la propriété intellectuelle aussi. Il y a eu un article des Échos le 29 septembre, donc vous voyez, c'est extrêmement récent, où AXA appelle l'État à la rescousse pour essayer de trouver un modèle privé-public. Pourquoi ? Parce que le risque cyber n'est plus un risque aléatoire, c'est un risque systémique. La question, c'est pas est-ce que je dois m'assurer, c'est quand je vais me faire attaquer. Même les petites entreprises se font toutes attaquer. Alors, ça peut être du rançonning pour 10 000 euros, hein. On le voit. Mais c'est des entreprises qui sont vulnérables. Donc aujourd'hui, je dirais que ça a mis, c'est très bien ce que tu as dit, Alexandra, sur la partie perte d'exploitation sans dommage, la fameuse PESD qui a fait l'objet des pertes d'exploitation non garanties avec le Covid, au même titre qu'il y a eu dans les années 70, rappelez-vous, du schéma des catastrophes naturelles qui avait été pris avec un modèle privé-public et l'État derrière qui était en renfort. Sur le cyber risk, ça devient un risque systémique. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut, je dois m'assurer, c'est la base. Et aujourd'hui, quand vous faites des audits, tous les audits des fonds d'investissement, il n'y a pas une boîte qui rentre sans qu'il y ait un audit cyber. Donc qui dit derrière, comment on peut juger finalement de la vulnérabilité, de la nécessité ou pas d'avoir un risque cyber, c'est de faire ce qu'on appelle un audit des systèmes d'information. Donc on parle beaucoup de prévention. On rentre, alors nous on passe la main quand c'est ça à des gens qui vont faire toute une batterie de tests d'intrusion et autres. Ça reste très technique, nous on passe très vite la main parce que c'est pas notre métier, on fait pas de l'IT. Par contre, on travaille avec des gens qui sont extrêmement qualifiés et qui sont capables pour 10 ou 15 ou 20 000 euros de faire un audit très sérieux pour savoir si je suis attaqué, quelles conséquences ça peut avoir sur le patrimoine de l'entreprise. Conséquences financières, conséquences d'image, conséquences immatérielles. Et on sait exactement, dans ce cas, couvrir le risque. Après, évidemment, c'est une décision chef d'entreprise. On peut le faire à minima, on peut toujours faire plus. Je vais vous dire que le problème qu'on a, nous, aujourd'hui, en tant que courtier, puisque nous, on défend bec et ongle les intérêts de nos clients, c'est trouver les capacités. C'est-à-dire que le risque est devenu tellement systémique qu'aujourd'hui, j'ai 2 cas de figure très précis. Je tairai les noms parce que j'ai des clauses de confidentialité, mais ce sont de 2 comptes connus de la région. Ils ont des demandes très spécifiques qui ont été vraiment validées, qualifiées avec des recueils d'informations. On a passé beaucoup de temps avec les systèmes d'information, etc., les représentants locaux au niveau des infrastructures. On ne trouve pas de solution. C'est-à-dire qu'ils sont inassurables pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas fait l'effort nécessaire pour avoir à minima une prévention suffisante pour que le risque soit, entre guillemets, assurable. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des capacités sur le marché. Le marché se referme. On est passé de 67 millions d'indemnités en 2019 à 350 millions en 2020. Et on dépasse le milliard d'euros en 2021. Donc aujourd'hui, les renouvellements que nous avons, c'est stupéfiant. Donc on a des primes d'assurance qui sont triplées, on a des franchises qui sont doublées et on a des capacités qui se baissent. Donc ça devient très compliqué. Donc notre difficulté, nous, en termes de business, c'est plutôt voilà, une fois qu'on a joué notre rôle de conseil, il faut quand même trouver la solution. Donc des fois, on ne l'a pas toujours. Alors bon, il faut aussi que l'entreprise joue le jeu et puisse en interne avoir cette notion de prévention et de mise en place de systèmes d'auto-assurance en quelque sorte. Merci Hugues. Cette prévention, elle passe par la bonne pratique qui est le crash test ou le test d'intrusion, hein, c'est bien ça. Donc un nouveau type de hacker très gentil, c'est comme ça qu'on va les appeler. Exactement. Donc vous pouvez mettre vous en relation les entrepreneurs et ces crash testeurs qui vont tester le SI de l'entreprise. Bien souvent, d'ailleurs on parle de cybersécurité, on parle de SI, mais c'est d'abord aussi l'homme, les hommes et les femmes qui composent le staff de l'entreprise qui sont aussi au cœur du sujet. C'est celui qui va ouvrir le mail. Hein. C'est très compliqué de donner une stat parce que je ne pense pas qu'elle soit vérifiable, mais l'ANSSI, qui est l'autorité qui fait référence à la matière, dit qu'un tiers des attaques viennent de l'interne, en fait. Ce qui est énorme. Hein. Ça veut dire que donc, c'est soit de la malveillance,
soit des problèmes de bon sens et de non-respect des procédures qui ont été écrites ou pas écrites, changement de mot de passe, etc. Enfin, beaucoup de choses qui sont à base de bon sens, mais qui sont aussi, je veux dire, c'est une nécessité aujourd'hui d'être formé, de former ces équipes sur voilà, cette protection importante. Merci Hugues. On reviendra avec Maître Alexandra Béard et vous sur ces sujets d'audit qui sont aujourd'hui extrêmement prégnants dans le business de l'entrepreneur. Pierre-Jean Rochelle, je le rappelle, vous êtes directeur de l'agence Innovatech pour le groupe d'énergie ici. On a parlé très rapidement de l'IP Box. Avant de gagner de l'argent, j'essaie d'optimiser ma fiscalité, surtout si je fais de la R&D, ce qui est plutôt le cas de beaucoup d'entreprises chez nous. Et puis en complément, et c'est votre core business en quelque sorte chez Dynergy, il y a la valorisation par le crédit d'impôt recherche. Vous nous rappelez les fondamentaux du CIR ou du C2I, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, le crédit d'impôt recherche, ça va être un dispositif, pareil, encore une fois fiscal, avec la différence par rapport à l'IP Box, qu'on n'est pas obligé de payer de l'impôt, en fait, même si on ne paye pas d'impôt, c'est un remboursement qui va venir, en fait, presque à l'instar d'une subvention qui va être touchée par l'entreprise. Donc, en quoi ça consiste ? En fait, le crédit d'impôt recherche, ça va permettre aux entreprises de se voir rembourser à hauteur de 30% leurs dépenses en R&D. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler R&D ? On va appeler en fait toute action, tous travaux dans une entreprise qui vont permettre d'augmenter l'état des connaissances. Donc pour ça, il va être primordial de créer déjà un état des connaissances, donc un état de l'art, de comprendre quelles sont les limites dans cet état de l'art, les verrous comme on les appelle, et ensuite d'expliquer en quoi les travaux de l'entreprise participent à aller lever ces verrous et donc à améliorer la connaissance qu'on a sur un sujet. Ça, CIR, R&D. À côté de ça, on va avoir le C2I, qui lui est là pour valoriser les investissements faits par les entreprises en innovation. Alors la différence, elle est fondamentale. La R&D, le but, ça va être de créer de la connaissance. L'innovation, le but, ça va être de créer de la valeur sur le marché. Et donc en fait, comment est-ce qu'on identifie de l'innovation dans une entreprise ? Et bien, cette fois-ci, on ne va pas faire un état de l'art et des connaissances, on va faire un état du marché tout simplement. On va analyser tous les produits similaires, concurrents, qui peuvent être présents sur le marché, et on va aller expliquer en quoi l'entreprise en question développe un produit qui en fait a soit des performances plus élevées, une meilleure éco-conception, voilà. On va montrer, il y a différents critères comme ça, et on va aller montrer en quoi ce produit-là est meilleur. Donc voilà, on a d'un côté CIR pour la R&D, donc 30% des dépenses qui sont remboursées sous forme de remboursement, soit en déduction de l'impôt, soit en remboursement lorsqu'il n'y a pas d'impôt. Et pour le C2I, donc le pendant innovation, qui lui est par contre 20% et non pas 30%, et plafonné à 80 000 euros. Merci Pierre-Jean. On voit bien tout de suite qu'arrive la question de comment ça marche, parce qu'il faut un accompagnement extrêmement précis, très strict. C'est votre accompagnement, parce qu'on ne s'improvise pas un dossier de CIR. Ce n'est pas l'entrepreneur qui va le monter tout seul, parce qu'on voit bien qu'il y a un sujet fiscal au bout, et je pense que vous accompagnez l'entrepreneur jusqu'au bout, entre guillemets. Au bout, ça peut être le contrôle, hein, il faut dire les choses. Donc comment ça fonctionne ? Vous restez combien de temps dans une entreprise ? Quelles sont vos démarches dans l'entreprise ? En fait, à l'instar de l'IP Box, et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on se propose de prendre en charge cette nouvelle expertise, il y a deux grands volets qui sont, petit 1, l'identification des coûts qui vont être valorisables, et petit 2, la matérialisation des travaux de R&D, des travaux d'innovation. Donc il y a ces deux compétences-là qui sont nécessaires. La première nécessite forcément une bonne connaissance de la doctrine qui évolue au fil du temps. Et donc on est aussi accompagné par des avocats fiscalistes qui nous permettent de toujours rester à jour par rapport à ces sujets-là. Et à côté de ça, il faut avoir des personnes qui savent construire une démarche scientifique, qui savent penser, construire une démarche scientifique, donc expliquer un plan d'expérience, etc. Et en fait, c'est souvent une valeur ajoutée qui est, je ne vais pas dire la plus importante, mais qui est très importante pour les entreprises. Parce qu'en fait, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, la plupart du temps, vous n'êtes pas chercheur, vous n'êtes pas là pour faire tourner un labo et expliquer que toute la journée, vous mettez en place des plans d'expérience pour améliorer l'état des connaissances. Non, vous êtes là pour développer quelque chose de nouveau qui va plaire à quelqu'un sur le marché. Et donc, c'est en ça qu'on s'interface avec les entreprises. On a des équipes d'ingénieurs, de PhD qui vont rédiger ces dossiers-là et créer vraiment ces démonstrations. Voilà. On a l'habitude, lorsqu'on le peut ou lorsqu'on a un doute, parce que ça arrive,
de déposer des rescrits. Et en fait, pour la IP Box, on va le faire systématiquement. Donc le rescrit, c'est quoi? C'est en fait, on va poser la question à l'administration. Voilà. On va décrire un projet de R&D, on va envoyer ça à l'administration. L'administration va nous répondre avec un coup de tampon ou non, en disant oui, c'est de la R&D ou non, c'en est pas. Et après, on est tranquille pendant 3 ans, parce qu'en fait, c'est la durée pendant laquelle le crédit d'impôt recherche peut être contrôlé. Donc nous, on reste à minima pendant 3 ans aux côtés des entreprises pour bien sûr garantir le travail qu'on a fait et dire si 3 ans plus tard, il y a l'administration qui vient toquer à votre porte pour vous demander plus de précisions, et nous, on est là pour fournir ces précisions, éventuellement avancer dans les démarches s'il y en a, pour défendre nos positions, pour expliquer pourquoi on a fait ces choix à l'époque, pour les motiver et pour les expliquer, etc. C'est vraiment important pour nous, cette notion d'être ensemble dans le bateau. D'ailleurs, en fait, tout notre business model repose là-dessus, puisqu'on va travailler au succès sur ces sujets-là, ce qui permet à la fois pour l'entreprise pas avoir une avance de trésorerie à faire, en fait, parce que nous, on va pouvoir financer notre accompagnement avec les fonds, avec le CIR qui va être touché, mais à la fois, nous aussi, on le met de côté, et si 3 ans après, il y a quelque chose qui devait changer, il y a une partie de nos honoraires qu'on pourrait rembourser, même si honnêtement, ça arrive très très rarement. Il ne faut jamais dire jamais, on peut toujours se tromper. Mais en tout cas, c'est sur ça va être sur des sommes, sur 1 ou 2 petits pourcents qui sont passés, mais voilà. Merci. Donc un accompagnement complet, Pierre-Jean, et un modèle sur le Success Fee. Merci. Deux mots sur Dynergy aussi. C'est important que vous rappeliez le core business du groupe, parce que vous traitez l'innovation de manière un tout petit peu particulière, me semble-t-il. Le métier de Dynergy. Oui, c'est vrai. En fait, alors ici en région, on s'appelle Innovatech, puisqu'en fait c'est la continuité d'Innovatech Conseil qui existe depuis un moment sur le territoire. Donc l'équipe est encore en place, les équipes sont encore en place. Mais effectivement, depuis 2 ans, ça a été repris par le groupe Dynergy, qui est un groupe historiquement lyonnais. Donc, je dis groupe, mais on est 70-80 personnes, pas plus. Et notre métier principal, c'est d'aider, d'accompagner les entreprises à la création de nouveaux business au travers de l'innovation. Et pour ça, ça nécessite une bonne maîtrise des procédés d'innovation. Et en fait, c'est vraiment des sujets qui nous passionnent, puisqu'en fait, on mène de la R&D aujourd'hui, on mène des travaux de R&D chez Dynergy pour essayer de développer des nouvelles méthodologies d'innovation pour, on va dire, passer du côté un peu divinatoire parfois, auquel peuvent se prêter les personnes qui innovent, à une méthode beaucoup plus déterministe, en fait, pour essayer de comprendre tout de suite comment est-ce qu'un actif, une capacité technologique, un produit, un service, de quelle manière est-ce qu'il peut, déjà dans quel écosystème est-ce qu'il peut avoir le plus d'impact. Si vous prenez si on prend un oiseau qui va avoir un bec très long et fin, on va se demander est-ce qu'il va apporter plus de valeur à l'écosystème s'il est sur une plage de sable fin ou s'il est sur une plage de galets. Voilà. Et de cette manière-là, on va essayer de trouver l'écosystème dans lequel le produit, le service va apporter le plus de valeur et de la valeur au plus d'acteurs possible de l'écosystème. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'on s'introduit dans un marché, on s'introduit toujours dans un écosystème. Et il ne faut pas seulement rendre service à ce qui va être son futur client, mais il faut aussi rendre service au client de son client, à son fournisseur, à son distributeur, etc. etc. De cette manière-là, on va avoir en tout cas, on va limiter les risques, pour ne pas dire le plus de chances, on va avoir le moins de risques de voir le projet échouer. Merci. Donc une vision de l'innovation assez particulière. Hugues, et je reviendrai à Maître Béard, je vous demanderai à tous un mot de conclusion sur finalement les nouveaux usages en matière d'audit ou d'optimisation de la fiscalité. Hugues, on a compris que ça devenait compliqué, que le risque cyber n'était plus un risque aléatoire, c'était un risque à part entière, qu'il fallait appréhender, auquel il faut se préparer et qu'il faut éventuellement couvrir. 2 mots sur la couverture lorsqu'on est chez GSA Prado et que vous parlez au marché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Hugues. C'est quoi la base de la couverture? Comment je couvre un risque? Imaginons que le SI ait bien été audité, le crash test ait eu lieu. Comment j'assure un cyber risque?
Alors, de façon plus générale, après, le raisonnement est le même pour le cyber ou la fraude. On a un outil très simple, pratico-pratique, où on se met justement à la portée du chef d'entreprise ou du risque manager. On a une cartographie des risques avec un outil précis. La première chose, c'est que on a besoin de comprendre, 1, le modèle économique, 2, l'organisation, et 3, on a besoin de data. Donc, data, c'est exposition au risque, chiffre d'affaires, ventilation des chiffres d'affaires, comment le chiffre d'affaires est fait, est-ce qu'il y a du stock à l'étranger, pas à l'étranger, quels sont les risques associés. Donc, on bâtit cette cartographie des risques très simple qu'on remet aux chefs d'entreprise ou en tous les cas aux décideurs. Et en fonction de ça, on essaye d'optimiser, puisqu'on sait très bien que d'une couverture à l'autre, il y a des compagnies qui sont particulièrement spécialisées, etc. Alors pour revenir au risque cyber, une fois que ce premier recueil d'informations et de compréhension de la façon dont est organisée la chaîne infrastructure et réseau et les conséquences potentielles en cas d'attaque sur l'entreprise, on fournit notre première solution. Moi, je voudrais surtout essayer de parler des entreprises du territoire qu'on rencontre la majorité du temps. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément les ETI, les grands comptes, même si on en a certains dans notre portefeuille. C'est principalement des startups, des TPE et des PME. Bon, je le dis, ça ne sera peut-être pas encore le cas, puisqu'il y a des choses, à mon avis, qui sont au plus haut niveau de l'État en maturité, en réflexion. C'est de ne pas faire l'économie d'une police d'assurance cyber, parce que ça ne coûte pas si cher que ça, même si les capacités, vous l'avez compris, ont tendance à se réduire, et les franchises aussi. Je donne des exemples très précis. Pour 5 000 €, vous pouvez avoir une police d'assurance cyber qui vous couvre déjà en capacité de façon très significative pour une entreprise qui fait moins de 3 millions de chiffre d'affaires. Alors vous me direz, 5 000 €, c'est 5 000 €. C'est un budget important pour une petite entreprise, mais elle permet notamment de vous garantir contre l'extorsion, les détournements de fonds, les attaques virales. Donc, si on donne la garantie, c'est qu'on s'est assuré au travers des réponses que vous avez pu fournir et du recueil d'informations que vous êtes assurable, et donc que le risque est transférable à une compagnie d'assurance qui elle-même prend le risque. Autrement, les garanties que j'évoque ne seraient pas évidemment données. L'atteinte au RGPD, on le disait tout à l'heure, ça aussi, ça a des coûts absolument colossaux. Donc, si vous êtes pris, parce que depuis, il faut savoir que la mise à niveau pour le RGPD, sauf erreur, ça date de mai 2018. Ça commence à dater, mais comme le disait Alexandra, on s'aperçoit que c'est le désert et qu'il y a 8-9 entreprises sur 10 qui ne sont pas du tout au carré sur le sujet. L'atteinte médiatique, la fameuse perte d'exploitation dont on a parlé pendant le Covid, qui est garantie en cas d'attaque cyber. D'ailleurs, aujourd'hui, le risque devenant tellement systémique que sur certains contrats dommages, on en est, que ce soit Allianz Generali, qui sont des gros sujets en ce moment, mais aussi AXA, à remouliner les polices d'assurance. Dites-vous bien qu'on remouline les polices d'assurance qui garantissent le dommage et la perte d'exploitation pour être sûr qu'en cas d'attaque, le cyber soit bien assuré à part et qu'il n'y ait pas confusion des genres. Parce qu'avec le Covid, il y a eu cette confusion des genres où certains chefs d'entreprise pensaient être garantis dans le cadre du Covid et ne l'étaient pas, parce que c'est un risque inassurable. Il n'y a aucune compagnie qui l'assure aujourd'hui. Ça sera peut-être le cas demain, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Autre exemple, ça va vous paraître anecdotique, mais si vous saviez comme ça arrive très fréquemment, le piratage des lignes téléphoniques. On a des clients qui se font pirater sur des centaines de milliers d'euros. On a eu un cas absolument hallucinant où le client n'a rien vu venir, sauf que quand il a vu venir la facture, il s'est dit qu'il y avait un petit problème. Donnez l'exemple, Hugues, si on peut le donner, cet exemple, sans citer. C'est quelqu'un qui s'est fait pirater sa ligne téléphonique à travers. C'est sans doute lié à les nouveaux modes parce que le télétravail aussi. J'ai oublié de parler du télétravail. Le télétravail n'a fait qu'accentuer les risques, puisque la décentralisation avec les adresses IP qui sont à domicile, etc., où tout le monde n'a pas le système qui est... Parce que là encore, le télétravail crée des fractures numériques, en quelque sorte, puisqu'il y a certaines entreprises qui peuvent sécuriser à distance leur poste, d'autres qui ne peuvent pas. En tous les cas, pas autant qu'elles le souhaiteraient. Et donc là encore, ça donne de la matière et des failles potentielles pour rentrer dans le système. Que vous rentriez sur le poste nomade du salarié qui est en télétravail et que vous remontez la chaîne pour aller jusqu'au serveur pour prendre des données, c'est aussi un cheval de Troie possible. Donc là, je parlais de l'erreur humaine aussi tout à l'heure, autre exemple. Et on couvre dans la garantie une intervention 24/24, 7 jours sur 7, avec un intervenant qui est un consultant informatique qui prend la main directement sur le système pour faire tout de suite un peu un état des lieux, de savoir comment et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, quelles décisions il faut prendre très rapidement. Donc ça, c'est en temps réel.
et après l'intervention en fonction du premier audit qui nous dit voilà ce qui s'est passé, il faut vite intervenir sur tel sujet. Donc là, l'expert vient sur place. Il y a évidemment dans les garanties tout ce qui concerne la communication de crise, parce que bien évidemment, même si les entreprises qui sont bien structurées, qui ont un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité d'activité qui est bien écrit, qui est bien compris par les équipes, etc., le jour où le PEPA arrive, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas toujours appliqué. Donc il est nécessaire d'avoir une aide à ce niveau-là. Il y a des frais de reconstitution des données, même chose. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est inclus dans une garantie. Vous avez également les frais de défense. Voilà des exemples très concrets qui rentrent dans une police d'assurance. Là, je parle des polices tickets, vous l'avez compris, des petites entreprises, mais c'est la majorité des entreprises qu'on rencontre sur le territoire. Après, on a des polices d'assurance qui, en matière cyber, sur des très grands comptes, je parle d'entreprises qui ont plus de 15 000 salariés ou 20 000 salariés, qui dépassent 200, 300, 400 000 euros de police d'assurance cyber avec des franchises importantes. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, tous ces donneurs d'ordre ont aujourd'hui l'obligation d'être assurés en cyber. C'est-à-dire si vous ne montrez pas patte blanche dans un appel d'offres, je parle de multinationales, on a la chance d'en assurer quelques-unes dans le portefeuille, donc on fait vraiment, je vous dis, l'écart type entre la start-up et le grand compte. Certaines sont absolument obligées d'avoir un volet cyber extrêmement puissant, avec des contrats qui sont extrêmement bien adaptés. Autrement, ils ne peuvent pas répondre à certains appels d'offres et ça peut avoir des conséquences évidemment très importantes. Donc voilà, j'ai envie de dire, moi je m'intéresse surtout aux entreprises du territoire que je rencontre, les TPE, PME. Ça ne coûte pas si cher, c'est encore faisable, je ne sais pas jusqu'à quand, mais donc demandez un devis à votre courtier et surtout ayez ce réflexe, c'est un réflexe de bon sens, ça fait partie d'un réflexe de bonne gestion que d'auditer son système d'information. Voilà. Merci Hugues. Maître Alexandra Béard, on va bientôt terminer, un tout petit peu de retard qu'on rattrapera tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne, on l'a vu, important, la prévention, anticiper, se poser les bonnes questions dès le départ, en tout cas le plus tôt possible. Vous parliez tout à l'heure des audits qui sont quasiment obligatoires aujourd'hui en matière de M&A. Votre vision sur le territoire, Maître Béard, est-ce que vous sentez une relance du nombre d'opérations de M&A sur le territoire? Est-ce que les fonds, on a dit tout à l'heure avec le Crédit Mutuel d'Innovation qu'ils avaient de l'argent? Est-ce que vous le sentez? Comment vous sentez ce marché? Oui, clairement, on se rend bien compte que les choses redémarrent et c'est tant mieux pour tous les acteurs du territoire. Je pense que tout le monde a besoin de voir que l'avenir est devant. Donc oui, ça bouge beaucoup en ce moment. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont regardés par les investisseurs. Donc c'est important pour les entreprises candidates au financement de pouvoir mettre toutes les chances de leur côté pour bien se démarquer. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux entreprises que j'accompagne qu'il faut rendre le oui facile à ces investisseurs. Donc, il faut déblayer tous les petits cailloux qui pourraient se présenter sur le chemin pour que ça soit aisé et que la confiance s'installe. Parce que ce que l'on oublie souvent, c'est que le temps T du closing de la levée de fonds ou de l'opération de transmission ou de LBO, ça n'est qu'une étape. Derrière, il y a toute une relation d'associés qui se tisse avec l'investisseur. L'investisseur, bien sûr, il amène de l'argent qui est une manne indispensable à l'entreprise, mais il n'amène pas que ça. Il amène aussi une autre vision du business, du relationnel, une professionnalisation, enfin plein d'autres choses. Et donc il faut savoir faire de la place à cette relation-là et faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible. Et ça démarre dès les négociations. Voilà. Merci Maître. À tous les trois, un mot de conclusion. Quel conseil vous donneriez à un start-upper aujourd'hui sur le marché qui viendrait vous voir? Pierre-Jean-Angèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de financement de l'innovation, c'est le thème de la journée, mais je vais conclure comme j'ai ouvert ma présentation aujourd'hui. Le premier financeur, ça reste le marché. Donc la première chose que effectivement, les startups qui peuvent être ici dans la salle doivent avoir à l'esprit, avant de faire la chasse au financement, c'est de faire la chasse aux clients et de se concentrer vraiment sur le marché.
Le second financeur, eh ben, c'est pareil, c'est vous, c'est les entrepreneurs, c'est le capital de départ que vous allez mettre dans votre entreprise. Et donc, il est très important de préserver un maximum ce capital en faisant levier avec tous les dispositifs qui peuvent exister pour aller préserver ce capital. Et c'est bien ça notre métier. Voilà. Hugues, un mot de la fin. Alors, nous, vis-à-vis des start-upers, on ne pousse pas trop le sujet assurance parce que ça démarre et ce n'est pas le sujet essentiel. On veille à ce que la base... Allô ? Oui, peut-être que monter la main, simplement. On veille à ce que les choses essentielles soient garanties. On insiste sur un point qui n'est pas du tout du cyber, c'est l'homme clé. Le porteur de projet, c'est le capital number one de l'entreprise. Voilà. Donc, ça ne coûte rien du tout d'être assuré en homme clé. Et c'est, à mon avis, un réflexe de bon sens que de l'être. Et puis, peut-être regarder, évidemment, la partie RC, puisque souvent, c'est quand même le contrat qui garantit toute l'activité, tout le pan d'activité, avant, pendant, après. Mais on ne pousse pas la roue. On dit, voilà, grosso modo, idéalement, ce serait ça, mais vous démarrez. Donc, à minima, ça serait ça, ça et ça, et on bâtit une mini cartographie des risques avec eux, mais on les éduque en quelque sorte. Et voilà. Merci Hugues. Maître Alexandre Briard. Moi, ce que je dirais, c'est que les problématiques juridiques et fiscales, ce ne sont pas des problèmes. Donc, il faut peut-être changer de point de vue par rapport à ça et se saisir de ces sujets pour en faire un élément de valorisation et de différenciation. Anticiper. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir été présents ce matin au 574 Sud, opéré par la SNCF pour cette 7e édition du Finet de Provence. Chers amis, dans quelques instants, la 3e et dernière conférence de cette matinée. Merci.